Merci. Messieurs les présidents des commissions parlementaires, Monsieur le préfet de police, Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs, notre époque a imposé un nouveau rapport au temps. Appelons cela le temps médiatique. Et les institutions publiques ne dérogent pas à cette pression. Elles aussi se doivent d'agir, et plus encore en temps de crise, d'agir vite. Nous avons tous, collectivement, bien sûr, la responsabilité d'agir. Nous devons entendre les attentes, l'urgence qui ne nous manque pas d'exprimer nos concitoyens s'agissant de leur sécurité et de leur tranquillité. L'entendre et répondre chaque jour. C'est la mission des forces de l'ordre, des policiers, des gendarmes, qui sont en première ligne face à la violence, à la détresse qui traverse notre société. Pour beaucoup de nos concitoyens, l'insécurité a pris une place insidieuse dans la vie quotidienne. Mais il n'y a rien d'inéluctable. Et nous devons être bien conscients que le combat contre la violence, les trafics, la criminalité organisée, la délinquance, les cambriolages, bref, contre tout ce qui mine notre pacte social, ce combat ne peut se gagner que grâce à la méthode, à la persévérance, à l'obstination. Il ne peut se gagner qu'avec le temps de l'enracinement du service public. L'horizon de l'action efficace et de la pleine restauration de l'autorité républicaine ne coïncide pas toujours avec les pressions désordonnées de l'immédiateté. Une certaine sagesse agricole. Nous avons parmi nous un député breton et un sénateur landais. Donc devant eux, je fais référence à cette sagesse agricole, qui veut d'ailleurs que le semer et la moisson ont leur temps et leur saison. Et cette vérité, je n'ai cessé de la marteler au cours des derniers mois, car je refuse d'être un vendeur d'illusions. Ce n'est pas la conception que je me fais des responsabilités qui m'ont été confiées par le Président de la République et par le Premier ministre. Nous devons, tous ensemble, la vérité à nos compatriotes. Je connais la réalité de vos métiers, des missions qu'accomplissent sous votre commandement les policiers et les gendarmes. Je ne laisserai jamais critiquer, caricaturer l'action des forces de l'ordre qui vont au-devant des dangers pour protéger notre société et garantir l'ordre républicain. Mais je serai également, vous le savez, exigeant envers les forces de l'ordre, envers vous, car la situation actuelle le réclame. Il y a un an, dans ce même amphithéâtre, j'avais voulu, 4 mois après ma prise de fonction, vous faire part des grandes orientations de la méthode que je souhaitais mettre en œuvre. Non pas pour tout changer, mais pour mieux agir, pour répondre à cette priorité arrêtée par le chef de l'État, garantir la sécurité des Français. Si j'ai tenu à vous réunir à nouveau, au-delà du plaisir que j'aurai à vous rencontrer tout de suite après pour un échange direct et détendu, mais si j'ai tenu à vous réunir à nouveau, c'est en premier lieu pour faire un point sur ce qui a été réalisé et sur les premiers résultats obtenus, car beaucoup a été accompli. Je peux dire que nous n'avons pas perdu de temps. Recrutement et formation d'effectifs supplémentaires qui vont arriver sous peu dans vos services et unités. Zones de sécurité prioritaires, redéploiement, réforme du renseignement intérieur et du renseignement territorial, généralisation de la pré-plainte en ligne et développement de la prise de rendez-vous, réforme de l'outil statistique, protection fonctionnelle, nouveau code de déontologie, réforme de l'IGPN ou encore initiative pour renforcer le rapport de confiance
qui doit unir les forces de l'ordre à la population. Nous pouvons être fiers d'avoir engagé ces réformes, ces changements, pour certains très importants, et qu'il faut maintenant faire pleinement vivre. Votre rôle de cadre est de ce point de vue fondamental, et je sais que vous le remplissez avec engagement et sens du devoir. Vous avez d'autant plus de mérite que les moyens sont contraints. Et je sais parfaitement que vous vous battez pour maintenir votre niveau d'activité en dépit de manque d'effectifs. Je sais parfaitement que vous faites face quotidiennement à des problèmes très concrets, parfois absurdes, inimaginables pour nos concitoyens, liés par exemple à l'état du parc automobile, à la réduction de carburant ou au niveau d'équipement informatique. Et je reviendrai bien sûr dans un instant sur ces questions de moyens. Cependant, les difficultés du présent ne doivent pas nous faire oublier l'avenir. Si leur vocation première est de répondre à l'urgence au quotidien, les forces de l'ordre doivent également inscrire leur action dans une perspective de plus long terme. Il nous revient aussi, donc, de dessiner les contours des services publics de la sécurité de demain au travers de 3 grands projets que je détaillerai. Le premier concerne l'organisation même des missions de sécurité. Les bassins de délinquance, la délinquance évolue très rapidement. Les acteurs de la sécurité se multiplient. Redéfinir constamment la place et le rôle de la police et de la gendarmerie dans ce contexte de mutation profonde est incontournable. Une organisation, cependant, repose sur les personnes. Rien ne pourra se faire sans les policiers et les gendarmes. C'est pourquoi je veux faire de la valorisation du potentiel humain un deuxième projet d'avenir. Enfin, le troisième projet, que j'appelle Police 3.0, renvoie à la vision que nous devons avoir d'une police et d'une gendarmerie qui doivent sans cesse savoir prendre le virage des évolutions technologiques et d'un monde en réseau. Il est impératif de moderniser notre organisation et nos modes d'intervention. Les résultats sont à ce prix. Et je sais que je peux compter sur les femmes et les hommes, sur les policiers et les gendarmes pour accomplir leur mission dans un souci d'efficacité au service de nos concitoyens. Les organisations, l'efficacité de l'action, le service de la population, tels sont les 3 sujets, les 3 thèmes que je veux aborder avec vous. Je l'ai dit dès ma prise de fonction, et je n'ai jamais dévié de cette ligne. Le ministre de l'Intérieur, c'est un ministre en permanence au contact des réalités du terrain. Cette discipline, peu importe les clichés que l'on peut colporter sur ce sujet, continuera d'être la mienne, car c'est sur le terrain, là où se combat la délinquance, que l'on peut juger de l'efficacité des dispositifs mis en place. Au cours des derniers mois, je suis souvent venu à votre rencontre et à celle des personnels que vous dirigez. Et ça va continuer. J'ai vu des policiers et des gendarmes engagés, passionnés par leur métier, et ayant à cœur de servir la collectivité. J'ai entendu aussi des policiers et des gendarmes, doutant parfois de ce qu'on leur demandait de faire. Être policier, être gendarme, ce n'est pas un métier facile. Ce n'est pas un métier comme les autres. C'est plus qu'un choix de carrière, un choix de vie au service de la loi qui mérite la considération de la nation. Être sur le terrain est la meilleure manière d'établir ce dialogue dont j'ai voulu faire ma méthode. Rencontrer régulièrement l'ensemble des représentants, que ce soit les organisations syndicales de la police ou le Conseil de la fonction militaire gendarmerie. C'est expliquer, partager l'esprit des réformes mises en œuvre, parfois constater les désaccords. J'ai entendu les réticences qui pouvaient parfois être exprimées. J'en ai tenu compte autant que possible. Et j'ai aussi pris mes responsabilités pour ce que je pense être bon pour la police et la gendarmerie. Oui, être le premier flic de France, selon la formule désormais consacrée, c'est décider et c'est assumer. Et c'est être aux côtés des forces de l'ordre. C'est défendre leur action
quand elle est injustement mise en cause. C'est répondre présent quand la douleur ou le deuil frappe, comme ils ont frappé la BAC Nord en avril dernier sur le périphérique parisien, ou les gendarmes, par exemple, à Dorlin, en Guyane. Le soutien aux policiers et aux gendarmes, j'ai voulu le concrétiser dès mon arrivée, en demandant qu'une réflexion soit menée sur la protection juridique et fonctionnelle. La majorité des recommandations formulées par la commission Guyomard est d'ores et déjà mise en œuvre. Je veux que les forces de l'ordre soient non seulement protégées, mais aussi respectées lorsqu'elles font appliquer les lois. Il ne s'agit pas de dire que l'application des lois puisse être discutée ou marchandée par les citoyens dans leur rapport aux policiers et aux gendarmes. Mais discernement, droiture et pédagogie facilitent les choses. Une part importante de la légitimité et de l'autorité découle de la confiance qu'éprouve spontanément le citoyen lorsqu'il se sent lui-même respectueusement traité. Il admet plus aisément les remontrances d'autorité, les rappels d'autorité, de la règle, des principes, de la norme, quand il a l'assurance que tous sont traités de manière égale devant la loi, quand il sait que la déontologie gouverne l'action. Et c'est le sens profond du nouveau code de déontologie, commun à la police et à la gendarmerie, pour la première fois, et qui sera publié dans les prochaines semaines après l'avis du Conseil d'État. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, et répétez-le dans vos services et dans vos unités. Ce code n'est pas un signe de défiance envoyé aux forces de l'ordre. Au contraire, l'affirmation des engagements de service public qu'il contient vise à affermir le socle d'une légitimité et de votre autorité. Un chapitre nouveau sur 5 sera désormais consacré aux relations entre les forces de sécurité et les citoyens. Et il vous revient de le faire vivre. C'est à vous de veiller à ce que ces règles soient bien intégrées par les équipes. À vous d'en faire un outil utile pour votre management. La sécurité des Français est une priorité. Cette priorité se traduit en termes budgétaires. Si l'on exclut les crédits liés aux élections municipales et européennes, le projet de budget du ministère de l'Intérieur en 2014 est en progression, limitée, mais en progression, de près de 1%, 0,8%. Pour la première fois depuis 2007, je veux le souligner devant vous, le niveau des crédits d'investissement et de fonctionnement est préservé. Concrètement, les moyens de fonctionnement courants des services de police et des unités de gendarmerie vont légèrement augmenter de 1%, mais ils augmentent. Et en outre, un effort exceptionnel a été effectué sur le renouvellement du parc automobile à hauteur de 90 millions d'euros. Et je veille encore, pour ce qui concerne l'année 2013, à ce qu'on puisse dégeler, comme on dit selon les termes budgétaires, les crédits qui étaient prévus dans ce domaine-là. Je n'oublie jamais, je vous le disais, que votre mission repose avant tout sur des femmes et des hommes, sur de l'humain. On dit et on me dit, et je le vois d'ailleurs, je le sens, que les policiers, les gendarmes sont des affectifs. Ça veut bien dire qu'il y a beaucoup d'humains. Il est donc légitime que la question des effectifs soit au cœur de vos préoccupations. Ça l'est d'autant plus que certains services, certaines unités sont exsangues. Et comment s'en étonner ? Entre 2007 et 2012, le gouvernement précédent a décidé la suppression de 13 700 emplois, 6 936 dans la police et 6 790 dans la gendarmerie. 13 700 emplois. Conformément aux engagements du président de la République, un terme a été mis à cette hémorragie et vos effectifs seront progressivement renforcés. Je sais que vous êtes impatients, moi aussi, de voir enfin les effets concrets de cette mesure. L'année 2013 est sans doute la plus difficile, et surtout cette dernière partie de l'année 2013, puisque les 4 665 personnels recrutés cette année sont encore en formation, voire pour les derniers sur le point d'y entrer.
Les premières sorties d'école auront lieu par anticipation au début du mois de décembre. Mais je vous dois la vérité sur ce sujet comme sur tous les autres. Avec 400 à 500 nouveaux recrutements par an, dont 2/3 de titulaires en 2014, contrairement à 2013. Et c'est une bonne chose. Mais on ne pourra pas annuler, avec ces chiffres, même à moyen terme, il faudrait 4 quinquennats, l'intégralité des effets néfastes de la RGPP. Beaucoup de ceux qui nous réclament des effectifs n'en ont pas encore conscience ou ont oublié les choix opérés par le passé. Mais la stratégie politique a vraiment changé en la matière et elle produira progressivement des effets positifs. Dans l'immédiat, tout le monde ne pourra pas bénéficier de renforts. Il faut faire des choix et là aussi, je l'assume. C'est ma vision d'une politique de sécurité responsable. Appuyer les territoires qui cumulent déjà d'autres difficultés. Rendre prioritaires ceux qui ont subi les plus lourdes pertes d'effectifs au cours de ces 5 dernières années. Je pense évidemment à la sécurité publique. Et redonner des moyens aux forces mobiles qui fonctionnent de manière dégradée. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ne puissent pas se réformer. Dans ce contexte contraint, limiter le raisonnement au seul recrutement supplémentaire, même si c'est important, serait une erreur. Il est également indispensable de repenser et de réajuster le format, je vous le disais, de nos organisations. Et à cet égard, votre rôle en tant que cadre est déterminant. Chacun au niveau qui est le sien doit faire des propositions pour adapter l'organisation de la structure qu'il dirige, notamment dans l'emploi des effectifs. Il faut reconsidérer avec plus d'imagination et d'audace la mutualisation des fonctions support ou spécialisées. Ne pas s'interdire, dans certains cas, des rapprochements de brigades ou d'unités. Questionner l'utilité de certaines implantations immobilières. La pertinence de maintenir celles qui ont été créées pour répondre à l'essor de tel ou tel phénomène doit être réévaluée si la situation a évolué sur le terrain. Bref, ce que je demande à vos directeurs généraux, Claude Balland et Denis Favier, dont je salue l'engagement, je vous le demande à vous. Soyez imaginatifs, prenez des risques, ne calculez pas en permanence. Soyez à la hauteur de l'attente qui est la mienne, mais aussi des exigences de nos concitoyens. Il faut s'adapter en permanence et faire bouger nos organisations sur le terrain. Mais c'est aussi à l'échelle du territoire national qu'une telle réflexion doit être engagée. Il s'agit d'avoir une vision sur le long terme, guidée par cette seule question. Comment la police et la gendarmerie doivent-elles s'inscrire dans les territoires? Comment peuvent-elles recentrer leur action sur leur cœur de métier? Quelles relations opérationnelles forger avec les autres acteurs de la sécurité, police municipale ou intercommunale et agents de sécurité privée? C'est le premier grand projet d'avenir que je souhaite engager avec vous. Dans ce cadre, j'avais souhaité l'an dernier que soit menée une nouvelle série de redéploiements police-gendarmerie. Elle s'est concrétisée au début du mois de septembre dans 8 départements, dont le Val d'Oise ou le Loir-et-Cher, où je me suis rendu pour saluer les policiers, les gendarmes et les élus aussi, bien sûr, concernés par ces opérations. Malgré les contraintes qu'elles posent, notamment pour leurs familles, tous, policiers et gendarmes, sont restés mobilisés et ont permis, de l'aveu général, le succès de ces redéploiements qui étaient, il est vrai, modestes en nombre. Et je relève finalement qu'après un désaccord virilement exprimé, le maire de Castelnaudary accueillera cette semaine, il dira toujours ce qu'il pense, j'en doute pas un seul instant, mais accueillera cette semaine le directeur général de la gendarmerie nationale dans un esprit positif et constructif. Je n'exclus nullement qu'à l'avenir, d'autres opérations de ce type soient à nouveau conduites, avec méthode et concertation, avec les personnels et les élus, si elles permettent de gagner en cohérence et en efficacité. De ce point de vue, là, la bonne information et la concertation sont indispensables. Sinon, quand au début, il y a une mauvaise information et pas de concertation, les projets sont difficiles à mener à terme. L'urbanisation et le développement économique
redessine les bassins de délinquance. Nous devons faire coïncider les territoires d'action des deux forces avec ces évolutions. Cette logique vaut également pour évaluer régulièrement la pertinence du maillage territorial, aussi bien en zone police qu'en zone gendarmerie, et de l'adapter en conséquence. La conduite progressive et déconcentrée des réorganisations de brigades par la gendarmerie est de ce point de vue-là très intéressante. La délinquance, elle évolue, et l'augmentation d'ailleurs constatée de la délinquance en zone gendarmerie est liée à ces transferts de délinquance des zones urbaines vers les territoires périurbains ou ruraux. Mais l'inscription territoriale de l'action commande aussi de mieux conjuguer le rôle des forces régaliennes, qui ne doit pas être amoindri, bien sûr, avec les missions des polices municipales et celles des acteurs de la sécurité privée. S'agissant des polices municipales, il m'apparaît inévitable qu'elles se transforment progressivement, en résonance avec la structuration croissante des intercommunalités. Si l'État respecte la libre administration des collectivités territoriales, il encourage ce mouvement intercommunal. Vous devrez progressivement en tenir compte dans vos stratégies partenariales. La mutualisation intercommunale permettra de mieux répartir les agents et les ressources. La vidéoprotection, par exemple, pour sécuriser les événements festifs, sportifs, culturels, ou encore pour les missions de circulation ou de protection de nos réseaux de transport. Je vous encourage, sous l'autorité et avec l'appui des préfets, en lien bien sûr avec les maires et les présidents des intercommunalités, à réviser régulièrement et de manière très concrète les conventions de coordination. Il faut se partager les rôles et s'épauler, toujours sous la houlette de l'OPJ, territorialement compétent que vous êtes, pour mieux lutter à titre préventif, dissuasif et, quand il le faut, répressif contre diverses formes de nuisances et d'incivilité qui dégradent la physionomie de l'espace public et pourrissent la vie quotidienne de nos concitoyens. Ces conventions permettent aussi l'organisation d'opérations de sécurisation conjointes qui sont très appréciées de la population. Sur ce registre, je salue la convention signée en juin dernier entre la gendarmerie et l'Association des maires de France qui pose le cadre de relations renforcées avec les très nombreuses municipalités de la zone gendarmerie. Sachez qu'une proposition de loi est par ailleurs en cours d'écriture en lien avec le ministère pour tirer les conclusions d'un rapport sénatorial bipartisan et d'un débat qui a eu lieu et de très grande qualité au Sénat où je suis intervenu. J'ai bon espoir que ce chantier aboutisse au premier semestre 2014. Je souhaite qu'elle marque une étape forte dans la consolidation du rôle des polices municipales. Les cadres d'emploi des 18 000 policiers municipaux, je souhaiterais qu'ils soient bien plus nombreux. C'est aux collectivités de faire des choix. Et des 1000 gardes champêtres seront fusionnés. Soyez cependant assurés que vos prérogatives exclusives d'enquête et votre rôle pivot dans les politiques territoriales de sécurité ne seront en rien entamés. Cette coordination, cette collaboration, ces partenariats ne sont en rien contradictoires avec vos missions. Il faut également davantage structurer au niveau territorial les relations des forces régaliennes avec le secteur de la sécurité privée, qui avoisine désormais, on l'oublie, 200 000 personnes. Il s'agit d'un levier considérable d'action sur lequel on peut jouer sans verser dans la confusion des genres ni la dilution du service public. Avec un Conseil national des activités de sécurité privée, désormais pleinement opérationnel, de solides outils de contrôle et d'encadrement, l'État, et donc vous-même sur le terrain, n'a rien à craindre de ce secteur. Même durement touché par la crise et une forme de précarisation de l'emploi, le secteur demeure dans une dynamique de croissance à long terme. Et on peut le comprendre. Travaillons à des rapprochements et à des contacts opérationnels étroits, car la sécurité privée est très présente dans de nombreux secteurs de la vie quotidienne des citoyens. Les ensembles d'habitat social, les centres commerciaux, les transports, de nombreux établissements ouverts au public, des ministères même. Des initiatives originales ont été prises. Je pense aux levées de doute effectuées par certains opérateurs, par exemple dans le cadre du dispositif de protection de femmes en très grand danger. Là encore, après une réflexion approfondie, un projet de loi sera présenté en 2014 afin de revoir certaines dimensions de la loi de 1983 sur la sécurité privée.
Je ne doute pas que le Parlement sera très attentif. L'essor maîtrisé et la complémentarité des différents acteurs de la sécurité correspondent au fond à une aspiration des Français. Il ne faut pas le redouter. Il s'agit au contraire de bien l'encadrer, notamment par la loi, et de définir la place de chacun. La réflexion ne se pose pas en termes de concurrence, surtout pas, mais de complémentarité. Et dans ce domaine, beaucoup reste à construire. Afin d'animer ce chantier, la délégation à la sécurité privée, dirigée par le préfet Blanchou, est en cours d'élargissement pour devenir une délégation aux coopérations de sécurité. Sous l'autorité du cabinet et en lien avec les directions générales de la police et de la gendarmerie, une politique transversale doit être conçue, conduite, évaluée. Son champ de compétences embrassera les polices municipales, la sécurité privée, les relations avec les professions exposées. Et j'ai vu l'utilité et la qualité de cette délégation, notamment au contact des commerçants, il y a encore quelques jours à Nice, et bien sûr la vidéoprotection. Mesdames et messieurs, la police et la gendarmerie disposent d'un capital humain extraordinaire. J'y insistais, c'est ce qui fait leur force. La valorisation de ce capital humain, voilà le deuxième grand projet que nous devons mener ensemble. Car en tant que cadre, votre rôle pour le porter, pour l'incarner, est tout à fait déterminant. C'est à vous qu'il revient de veiller au quotidien à une bonne gestion des effectifs sur lesquels vous avez autorité. Vous devez vous assurer de la mise à jour régulière de leurs compétences. Vous devez aussi, comme je vous l'ai demandé il y a un an, tout faire pour détecter et apporter votre aide aux situations personnelles difficiles. Le suicide des policiers et des gendarmes est un drame auquel je ne peux me résoudre et personne ne peut s'y résoudre. Je sais qu'il en est de même pour vous. Beaucoup d'entre vous ont vécu très directement ces drames. Je vous demande donc de redoubler de vigilance en vous appuyant sur les nouveaux outils mis en place au cours de l'année écoulée. Pour la police nationale, dans chaque département, des pôles de vigilance ont été créés sous l'égide des médecins de prévention. Et par ailleurs, il existe dorénavant un nouveau module de formation particulièrement intéressant et continu relatif à la sécurité et à la santé au travail, qui a déjà été suivi en un an par 350 stagiaires. Il faut redoubler d'efforts. La gendarmerie nationale a développé un réseau d'écoute, de solidarité et de proximité. Là aussi, c'est une bonne initiative. Dans chaque région, il permet à des personnels relais volontaires de venir en aide à leurs camarades en difficulté, parallèlement aux actions menées de manière plus conventionnelle par l'institution. Il appartient à la hiérarchie d'être à tous les niveaux à l'écoute de ces malaises qui peuvent poindre dans vos services et dans vos unités. Évoquer l'avenir, évoquer ces questions douloureuses, c'est nécessairement parler de formation. Une initiative importante a été engagée ces derniers mois avec les assises de la formation de la police nationale. Sur la base des attentes recueillies auprès de nos concitoyens, mais aussi des souhaits des agents, la formation des policiers a fait l'objet d'une vaste réflexion. Celle-ci doit maintenant se décliner au travers d'un plan ambitieux. Et j'y accorde une importance toute particulière. Voilà un sujet dont on parle moins au niveau médiatique, mais qui est un chantier majeur. La formation constitue, je le sais, également une priorité pour la gendarmerie nationale. Et le directeur général en a fait l'un des axes structurants de sa feuille de route établie lors de sa prise de fonction. Pour ce qui concerne directement les cadres de la police et de la gendarmerie, c'est-à-dire vous, des parcours d'excellence sont mis en œuvre. Je pense au Centre des hautes études du ministère de l'Intérieur, le CHEMI, qui vient d'accueillir ce mois-ci sa 4e promotion. Je pense également au programme Ariane, destiné à valoriser les policières à très haut potentiel et permettre à moyen terme que l'encadrement dirigeant de la police nationale soit davantage féminisé. Les policiers ont un temps d'avance sur les gendarmes, parce que cette logique est cependant à l'œuvre au sein de la gendarmerie. Et je l'ai rappelé en juillet à Melun, lors du 30e anniversaire de la féminisation, qui coïncidait avec la nomination d'Isabelle Guillon de Méritens comme première générale de gendarmerie. Les forces de l'ordre doivent être à l'image de la société, ce qui implique d'accroître la place des femmes et la diversité du recrutement. C'est vrai aussi, monsieur le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, parmi les préfets et parmi les préfètes. Souvent, l'exception cache le problème.
à tous les niveaux hiérarchiques. Il faut le faire. Et c'est cela une institution moderne. À cette fin, je demande aux directeurs généraux de relancer et de consolider les dispositifs de préparation renforcés au concours, internes comme externes, dans le cadre d'un programme spécifique. Et j'y veillerai tout particulièrement. Et je demanderai à mon cabinet de suivre ce dossier. Faire France, intégrer. La police et la gendarmerie sont des institutions républicaines. Elles ont donc un rôle essentiel dans ce domaine de l'intégration. Faire vivre partout le pacte républicain. Dans la crise de confiance, dans la crise d'identité que notre pays traverse, les grandes institutions, et notamment au sein du ministère de l'Intérieur, c'est vrai pour le corps préfectoral, c'est vrai pour la police et la gendarmerie surtout, dans ce rapport permanent avec les citoyens, vous devez être représentatif de ce qu'est la société française. Vous l'êtes d'ailleurs beaucoup plus que certains ne le croient. Eh bien, il faut continuer. Vous avez un rôle de ce point de vue-là, et nous avons un rôle essentiel. Dans la crise du pacte républicain que nous traversons, je le répète, la police et la gendarmerie doivent apporter une réponse forte, républicaine, qui correspond pleinement à nos valeurs. Vous êtes les cadres de la police et de la gendarmerie, disais-je. C'est à vous, en tant que chef, de veiller à valoriser ces femmes, ces hommes placés sous votre commandement, afin que toutes et tous donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et je sais combien ils sont prêts à cela. C'est à vous aussi d'impulser, d'encourager, de réorienter l'action, de dire ce qui ne va pas bien, de dire aussi ce qui va, pour progresser, pour toujours faire mieux. Car dans la mission qui est la nôtre, nous devons toujours faire mieux. Voilà ce qu'est pour moi un chef. Voilà aussi comment je conçois la responsabilité hiérarchique, la vôtre, mais aussi la mienne. Je n'hésiterai jamais à vous dire ce qui va bien, tout comme ce qui ne va pas. C'est pour moi la seule manière, la seule méthode de renforcer l'efficacité de notre action. Et là aussi, je vous demande pleinement engagement et de prendre les risques. Quand on prend des risques, évidemment, il y a toujours problème qui peut arriver. Mais quand on ne prend jamais de risque, ce qui peut arriver, alors à ce moment-là, la police comme la gendarmerie n'avance pas. Il y a un an, je vous exposais ma méthode. Bien sûr, je savais pertinemment que je ne partais pas de rien, que je pouvais m'appuyer d'abord sur votre expérience, mais aussi sur ce qui avait été accompli précédemment. Le philosophe Alain a glissé dans l'un de ses propos une formule pleine de sagesse, que j'aime à me rappeler et à citer régulièrement. Il n'existe point d'architecte qui puisse se dire « je vais oublier ce que les hommes ont construit ». Et je n'oublie pas ce qui a été construit. Et mon action ne vise pas à effacer ce qui a été engagé par mes prédécesseurs. Ce n'est pas ça la conception d'une action républicaine. Je pense simplement qu'il faut adapter en profondeur nos organisations et nos modes d'intervention. La méthode que je vous ai proposée repose sur des principes simples. Responsabilisation et initiative, j'y ai insisté, ancrage local, partenariat et surtout coordination. Tout au long de cette année, j'ai assisté à de nombreuses réunions. Je vous ai vu agir sur le terrain et j'ai pu constater les efforts que vous avez déployés pour renouveler vos habitudes de travail. L'approche globale mise en place à Marseille, je salue le préfet Bonnetin, en est un exemple marquant. Cet effort de coordination sans précédent entre l'investigation, le renseignement, les forces de sécurisation permet de démanteler les trafics et de rétablir l'ordre républicain dans les quartiers sensibles, cité par cité, immeuble par immeuble, ces dernières heures encore. Malgré cette action qui se retrouve positivement dans la plupart des indicateurs de la délinquance, et il faut le dire, il faut le rappeler, il faut le proclamer d'une certaine manière. Ces résultats de la police et de la gendarmerie à Marseille comme dans les Bouches-du-Rhône, puisque c'est sur le devant de l'actualité souvent, et là aussi encore ce matin, cette action obtient des résultats. Je lis parfois que l'État est impuissant ou absent dans cette deuxième ville de France. Non, il est présent. Il a décidé au contraire d'un engagement sans précédent. Mais malgré cette action,
le niveau des règlements de compte reste très préoccupant, même à l'aune du lourd passé de la cité phocéenne en la matière. Nous sommes parfois très loin, heureusement, des chiffres du milieu des années 80. Persévérons dans l'effort. Ne nous laissons pas décourager par cette chronique mortuaire. Mettons le paquet sur l'investigation et l'élucidation. Et nous avons des résultats. Et nous continuerons à avoir des résultats. Et à Marseille comme ailleurs, nous allons réussir. Autre illustration, la réforme du renseignement que j'ai annoncée le 17 juin et qui doit beaucoup, et je veux le dire, au travail des commissions parlementaires et à l'engagement des présidents Urvoas et Carrère qui sont avec nous ce matin. La création d'une direction générale de la sécurité intérieure constitue une nouvelle étape majeure vers le renforcement de notre service de renseignement intérieur. Un an après l'attentat de Sarcelles, c'était le jour même, le 19 septembre 2012, où nous tenions cette rencontre. Un an après le démantèlement, le 6 octobre, de cette cellule terroriste qui avait frappé à Sarcelles, très dangereuse, à Torcy, Strasbourg ou Cannes, dans un contexte de développement rapide, très préoccupant, des filières djihadistes syriennes, qui concernent désormais pour notre seul pays plus de 350 personnes. Dans ce contexte, la menace terroriste intérieure s'est accrue. En outre, l'agressivité prédatrice contre notre patrimoine productif et le renouvellement des formes d'ingérence exigent aussi une remise à niveau de nos capacités de réponse. Et je veux rassurer, si le recrutement sera diversifié, la Direction générale de la sécurité intérieure, avec à sa tête Patrick Calvar, dont je mesure l'engagement, et que je témoigne encore une nouvelle fois ma confiance, demeurera à composante très majoritairement policière, même si c'est ça un service de renseignement moderne, même si elle s'ouvre aussi, là également, sur d'autres métiers. Parallèlement, en matière de renseignement territorial, j'ai voulu répondre à des profondes insuffisances et insatisfactions issues de la réforme de 2008 et redonner toutes ces lettres de noblesse à la filière. La professionnalisation et la coordination, aussi bien au niveau des territoires qu'à l'échelon central, sont les maîtres mots de cette réforme majeure annoncée le 17 juin. Et avec le directeur central de la sécurité publique, bien sûr avec Philippe Bertrand, qui a en charge désormais le renseignement territorial, mais avec vous d'abord, je pense aux directeurs départementaux de la sécurité publique, je vous demande d'y veiller tout particulièrement. Renseignement territorial, les mots ont été choisis. Nous voulons un renseignement local, territorial, ancré sur les territoires, qui soit particulièrement efficace et qui travaille mieux et qui travaille main dans la main aussi avec la gendarmerie. Face à la menace terroriste, mais aussi aux menaces dans d'autres domaines qui peuvent venir de l'ultra-gauche ou de l'ultra-droite, il faut être mobilisé. Et il faut que ça fonctionne bien au niveau horizontal comme au niveau vertical. C'est important qu'on décloisonne en gardant la spécificité de chaque institution, de chaque unité, de chaque service, mais il faut travailler avec cette volonté qui était soulignée dans le rapport de Jean-Jacques Urvoas pour que le maillage sur le territoire soit le plus efficace possible. C'est ainsi, d'une manière générale, que je conçois une politique de sécurité efficace. Il faut faire preuve de créativité, d'inventivité et surtout, je vous le répète, ne pas craindre de casser les habitudes. Une telle logique doit prévaloir dans la conception et la mise en place d'approches spécifiques dans certains territoires qui subissent des phénomènes criminels aggravés et depuis longtemps. Je pense à la Corse, mais je pense aussi aux Antilles, par exemple, où je me rendrai dans quelques jours, où l'autorité dans ces territoires doit s'appliquer plus fermement encore pour traiter ces phénomènes. Et j'aurai l'occasion de revenir sur ce point dans les prochaines semaines. Nous y travaillons avec les directeurs généraux et les directeurs centraux. Au terme d'une année de remise en question, de changement, de travail, je le dis clairement, nous avons obtenu des résultats concrets, des résultats probants. La violence dans la société, elle est là. Elle ne cesse d'ailleurs d'augmenter depuis
30 ans. Elle a augmenté au cours de ces 10 dernières années de près de 27%. Cette violence est illustrée à la fois par des faits spectaculaires, médiatisés, mais aussi par une réalité de terrain que vous connaissez parfaitement. En d'autres temps, on aurait brandi pour solde de tout compte l'évolution favorable de quelques chiffres simplificateurs, dont chacun ici sait combien ils peuvent être réducteurs et manipulables, sans trop s'intéresser par ailleurs à la façon dont ils étaient confectionnés ou à l'exhaustivité dont ils étaient porteurs. Ce n'est pas ça que j'appelle obtenir des résultats. Ce que je souhaite, c'est le recul durable des phénomènes qui nuisent à nos concitoyens, que subissent nos concitoyens. Nous y parvenons dans les zones de sécurité prioritaires. C'est précisément pour cela qu'elles ont été créées, mais aussi plus généralement sur l'ensemble du territoire national. Dans les 64 zones de sécurité prioritaires mises en place à ce jour, des solutions innovantes ont été déployées pour répondre au plus près du terrain aux phénomènes de délinquance identifiés comme prioritaires à l'échelon local. La lutte contre les trafics de stupéfiants et l'économie souterraine, par exemple, constitue un objectif pour 59 des 64 ZSP. Depuis la création de ces zones de sécurité prioritaires, le nombre total de personnes mises en cause pour des affaires de trafic a augmenté de 38%. Je rappelais ces chiffres hier sur une émission de télévision. Les services ont saisi 1,17 tonnes de cannabis, 34 kilos de cocaïne et plus de 4 700 000 € d'avoirs criminels. Ces bons résultats s'inscrivent dans la ligne des efforts engagés sur l'ensemble du territoire. Et à l'échelle nationale, le nombre de trafiquants et de revendeurs interpellés progresse de plus de 12% depuis le début de l'année. L'enjeu est de taille, vous le savez. Dans certains quartiers, les dealers n'hésitent plus à s'entretuer, pas seulement à Marseille. Des jeunes attirés par l'argent facile désertent les bancs de l'école. Les habitants sont soumis à la loi du silence. Le fléau de la drogue doit être combattu sans relâche. Et les premiers résultats obtenus sont le fruit de votre engagement. Et je vous demande là aussi de redoubler d'efforts. Faire reculer les nuisances et les incivilités est également un objectif largement partagé dans les zones de sécurité prioritaire, puisqu'il concerne 41 d'entre elles. Là aussi, les résultats obtenus sont encourageants. Ils sont évalués d'ailleurs par le préfet Lambert. Dans ces territoires, l'indicateur des attentes à la tranquillité publique recule de 10,7%. C'est une diminution plus affirmée qu'au niveau national, où elle se porte à moins 0,6%. Il faut absolument consolider ce résultat. Les incivilités, l'occupation agressive de l'espace public et des halls d'immeubles, les rodéos avec toute forme de véhicules, tous ces phénomènes doivent reculer davantage car ils génèrent un sentiment d'insécurité important. Et vous le savez, la délinquance doit être endiguée dans les faits, mais il faut agir aussi sur le ressenti de nos concitoyens. La lutte contre les violences urbaines relève de motivations similaires. Dans les 14 zones de sécurité prioritaires qui en ont fait un objectif, elles sont en recul très net de 27,1%. Dans les quartiers les plus touchés, les résultats sont spectaculaires. Au Tarteret, à Corbeil-Essonnes, ville que je connais bien, les faits de violence urbaine ont quasiment été divisés par 4. À Amiens, frappé par des émeutes en août 2012, la diminution est de 38%, soit plus d'une centaine de faits en moins. La tendance est la même au niveau national, là aussi dans des proportions moindres, mais qui n'en sont pas moins très encourageantes. L'indicateur national des violences urbaines recule de 7%. En particulier, les incendies de véhicules, qui constituent une atteinte aux biens insupportable pour nos concitoyens, reculent seulement, mais reculent de 8%. L'ensemble de ces résultats, et il y en a d'autres, démontrent qu'il n'y a pas de fatalité en matière de délinquance. Lorsqu'on conçoit des stratégies intelligentes, adaptées aux contextes locaux, et qu'on y adosse une tactique fondée sur la mobilisation et la coordination des compétences, les résultats sont au rendez-vous. Et bien sûr, ces résultats, il faut les prolonger dans le temps, comme je vous le disais en commençant cette intervention. Ces résultats, ce sont les vôtres. Et je tiens à vous remercier pour le travail qui a permis d'y parvenir et vous demande de rester mobilisés totalement pour les consolider. Avant la fin de l'année, une nouvelle sélection de zones de sécurité prioritaire interviendra, mais en nombre beaucoup plus restreint.
Il s'agit de garantir les possibilités d'un travail en profondeur dans chacun de ces territoires, en lien bien sûr avec les recrutements que j'ai annoncés il y a un instant. Cependant, vous le savez mieux que quiconque, rien n'est jamais acquis en matière de sécurité. Les phénomènes délinquants sont mouvants et polymorphes. Leurs évolutions rapides nécessitent réactivité et adaptation. Leur persistance exige de revoir les méthodes, de se remettre en question. C'est en cela également que la police et la gendarmerie, vous avez compris que j'y insiste beaucoup, doivent démontrer leur efficacité. Plusieurs chantiers doivent nous mobiliser. Je pense en premier lieu à la captation des avoirs criminels. Ceux d'entre vous qui luttent au quotidien contre l'économie souterraine savent bien tout l'intérêt de frapper, comme on dit, les délinquants au portefeuille. Lorsque je me suis rendu sur la ZSP de la Duchère à Lyon le 13 mai dernier, à l'occasion de notre première journée de bilan sur les zones de sécurité prioritaire, je me rappelle bien de cette journée, c'est terminé par le feu d'artifice du Trocadéro, on m'a présenté une initiative originale, la cellule du Petit Caïda. Il s'agit d'un groupe composé d'enquêteurs de sécurité publique et de police judiciaire, de policiers du renseignement territorial et des services fiscaux qui s'attaquent au patrimoine des délinquants dont le train de vie ne correspond pas aux revenus. Je souhaite que de telles pratiques soient développées et plus généralement que les services d'enquête travaillent davantage avec les GIR, avec l'administration fiscale, avec les douanes, afin de renforcer notre capacité à capter les avoirs criminels. C'est votre rôle de cadre que de tisser les partenariats correspondants et de les rendre opérants. C'est votre rôle de cadre que de regarder ce qui se fait ailleurs et qui peut être mis en œuvre dans vos départements. Je fais de ce point une priorité. Au premier semestre 2013, le montant total des avoirs criminels liés au trafic de stupéfiants est en recul par rapport à la même période de l'année passée. Il est impératif d'inverser la tendance. Toujours en matière de lutte contre l'économie souterraine, je tiens à souligner les efforts engagés par les services de police judiciaire des deux forces pour ancrer leur capacité d'investigation dans les contextes locaux, dans la ligne des orientations que j'ai indiquées il y a un an. Ainsi, profitant de son appui territorial, la gendarmerie a récemment dirigé une très belle enquête contre un vaste réseau de trafic de véhicules agissant dans tout l'Est de la France. 17 délinquants qui étaient parvenus à générer 2 millions d'euros de bénéfices ont pu être interpellés et de nombreuses voitures et des maisons ont été saisies au titre des avoirs criminels. C'est sur ce type d'exemple qu'on retrouve aussi dans la police que nous devons bâtir de nouvelles stratégies, à la fois pour s'attaquer à la délinquance territoriale, mais aussi, évidemment, aux mafias qui existent et qui sont présentes dans notre pays. Et nous en parlons souvent avec la garde des Sceaux, parce que là aussi, nous savons qu'il nous faudra des évolutions. Et de ce point de vue-là, les décisions qui ont été prises concernant le statut des repentis va dans ce sens. Cette stratégie sur les territoires vaut également en matière de lutte contre la drogue. Je l'évoquais il y a un instant. Le 14 août, j'ai eu l'occasion de féliciter les enquêteurs de la direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille et de la sûreté départementale des Bouches-du-Rhône qui ont démantelé un trafic de stupéfiants très important à la cité de la Castellane. 23 trafiquants ont été interpellés et 1,3 million d'euros saisis. Je souhaite que cette affaire fasse école à la direction centrale de la police judiciaire. Car cette direction, 100 ans après la création des fameuses brigades du Tigre, par Clémenceau, doit écrire une nouvelle page de son histoire. Un groupe de travail développe actuellement ses réflexions dans la perspective d'un nouveau plan stratégique. J'examinerai ces conclusions avec attention. Les trafiquants adaptent eux aussi leur stratégie en morcellant les réseaux d'importation et de distribution, nous le voyons avec les go-fast. Par conséquent, il ne faut pas relâcher nos efforts pour couper les routes de la drogue. C'est tout l'enjeu de la mobilisation franco-espagnole sur ce dossier qui donne des résultats spectaculaires. C'est tout le travail que nous organisons avec les Colombiens. Et je constaterai aussi l'engagement de nos forces aux Antilles dans quelques jours. Mais nous savons aussi la puissance de ces trafics et le démantèlement il y a quelques jours à Roissy en est la démonstration. Il est plus que jamais nécessaire de focaliser de fortes capacités d'investigation sur les quartiers ou les ensembles d'immeubles gangrénés par les trafics. C'est pour moi un point incontournable dans la réflexion que doit mener la direction centrale de la police judiciaire, de même que le renouvellement de l'approche des milieux criminels et du ciblage des têtes de réseau. En la matière,
pour ce qui concerne le trafic des drogues, il n'y a pas de grande affaire et de petite affaire. Tout est lié. Et donc cela nécessite, sur la base de l'exemple que je prenais à Marseille, il y en a d'autres bien évidemment, cela nécessite un engagement, et notamment de la police judiciaire, dans les zones de sécurité prioritaires. Dans certaines d'entre elles, ça marche. Dans certaines d'entre elles, il faut des progrès. Les cambriolages sont vécus comme un véritable traumatisme par nos concitoyens qui ne supportent pas cette forme de viol de l'intimité de leur foyer. Une étude récente de l'ONDRP, que tous les parlementaires de tous bords devraient lire, a d'ailleurs démontré que les cambriolages sont à eux seuls responsables du tiers de l'augmentation du sentiment de l'insécurité entre 2007 et 2012. Il faut dire les choses clairement. La situation n'est pas satisfaisante, et le mot est faible. Cela fait 5 ans que le nombre de cambriolages ne cesse d'augmenter. Plus 44% de les résidences principales de 2008 à 2012 et plus 7,8% aussi bien en zone de police nationale qu'en zone de gendarmerie nationale depuis le début de l'année. La tendance actuelle doit être stoppée, puis inversée. C'est l'objectif du plan national de lutte contre les cambriolages dont j'ai annoncé le lancement mercredi dernier. Je suis conscient de la charge que cela représente pour vous, mais je suis aussi conscient de l'effet terrible de ces cambriolages dans les zones urbaines comme dans les territoires ruraux. Et nous allons bientôt, avec le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, en lien avec les organisations agricoles, sur le terrain, démontrer aussi notre engagement auprès des agriculteurs victimes de ces cambriolages ou des vols de métaux ou de cuivre. Ce plan comporte 4 volets, vous le connaissez, je le détaille rapidement. La redéfinition d'une stratégie de police judiciaire ciblée sur les délinquants d'habitude et les filières structurées. Nous avons obtenu beaucoup de résultats grâce au travail de la police et de la gendarmerie. Et il faut d'ailleurs une stratégie européenne et internationale qui l'appuie dans ce domaine comme dans bien d'autres. L'occupation renforcée de la voie publique, la protection des commerçants et enfin la mobilisation de nos partenaires, collectivités territoriales, chambres consulaires, mais aussi sécurité privée. Il s'agit là encore de renouveler les méthodes et la stratégie afin de gagner en efficacité et en réactivité. Pour les cambriolages comme pour les vols à main armée, il faudra du temps, là aussi, pour que les actions que nous mettons en place portent leurs fruits. Mais je ne doute pas que les résultats seront au bout, à l'instar des progrès, là aussi, réalisés dans les 17 zones de sécurité prioritaires qui ont fait de la lutte contre les cambriolages un de leurs objectifs. On y observe une baisse de ces infractions de 2,9%. Là encore, rien n'est possible sans vous et sans vos collaborateurs. La réussite du plan national qui vient d'être lancé est une priorité et je vous demande d'être totalement mobilisés sur cet objectif. Je vous demande également de travailler en lien avec les préfets et les procureurs et dans un délai court à une présentation et une déclinaison de ce plan dans vos départements, devant les élus et devant la presse. Mesdames et messieurs, les efforts ne doivent pas être relâchés dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Nous devons sans relâche démanteler les filières qui exploitent la misère humaine. Il faut également reconduire vers leur pays, dans le respect des droits, les étrangers qui se maintiennent illégalement sur le territoire. Je suis conscient que votre cadre de travail a été bouleversé par les évolutions juridiques récentes, qui n'avaient pas été anticipées par le passé. Décision de la Cour de justice européenne et de notre Cour de cassation. La mise en place de la retenue de 16 heures par un texte de loi adopté à la fin de l'année 2012 et la création d'un nouveau délit de maintien irrégulier sur le territoire vous donnent les outils nécessaires. Je vous demande, comme je l'ai fait auprès des préfets, un engagement total sur ce sujet-là. Il faut un engagement total parce que je considère qu'à ce stade, dans de nombreux départements, cet engagement n'existe pas. Nous voulons redonner confiance à nos compatriotes sur la capacité d'intégration de notre pays, accueillir dans de bonnes conditions des étudiants, des travailleurs, des familles qui viennent s'installer de manière régulière sur notre territoire. Il faut aussi lutter contre l'immigration irrégulière, les filières, bien sûr, mais aussi assurer, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, la reconduite à la frontière.
La question des campements illicites doit également vous mobiliser. C'est difficile, pas uniquement pour le ministre, c'est difficile aussi pour vous dans votre travail. Les évacuations se poursuivront en application des décisions de justice et pour des raisons d'ordre public, sur la base, évidemment, de la circulaire interministérielle du 26 août 2012. Ces démantèlements sont un impératif, notamment pour lutter contre les phénomènes délinquants et mafieux, les trafics d'exploitation de la misère qui s'y greffent. Et nous poursuivrons ce travail, comme nous le faisons dans les grandes villes, et je veux saluer notamment l'engagement sur Paris et les résultats obtenus par le préfet de police Bernard Boucaud. Enfin, quelques mots sur le dernier chantier, qui, selon moi, mérite une attitude proactive, dirait-on. La lutte contre la cybercriminalité, c'est sans doute l'un des sujets majeurs, pas pour la France, pour le monde, dans les années qui viennent. Les unités de gendarmerie et les services de police, mais également la justice, doivent adapter leur réponse à ces formes modernes de délinquance. C'est l'objectif du groupe de travail interministériel installé en juillet dernier et qui rendra ses conclusions prochainement. Et le travail avec le Parlement pour faire évaluer la loi dans ce domaine-là sera essentiel, comme la coopération et la coordination avec d'autres pays. Mais la police et la gendarmerie, je crois l'avoir démontré, n'agissent pas seules. L'efficacité de leur action s'inscrit dans une chaîne cohérente, faite de prévention, de répression, et qui doit donner à la sanction toute sa place et tout son sens. C'est l'objet de la réforme pénale portée par la ministre de la Justice et qui sera présentée en Conseil des ministres dans 8 jours. Réforme qui, je vous le signale, ne s'applique pas encore, puisqu'elle n'a pas été présentée en Conseil des ministres et qu'elle n'a pas été votée par le Parlement. Les lois en la matière sont celles qui sont inscrites dans notre code pénal ou dans notre code de procédure pénale, lois votées au cours de ces dernières années ou de ces dernières décennies. Vous le savez, la logique mécanique d'une répression automatisée n'a pas endigué la récidive. Il fallait donc agir vite, mais dans le respect des prérogatives des 2 ministères régaliens que sont les ministères de la Justice et de l'Intérieur. Nous ne devons pas retomber dans les errements du passé. Et je me réjouis donc, après les arbitrages du Président de la République, des convergences de vues existant aujourd'hui sur ce projet de réforme pénale. C'est un sujet difficile qui mériterait consensus, dialogue républicain. Mais moi, je me félicite que les organisations syndicales de policiers et l'Union syndicale des magistrats, organisations majoritaires dans leurs catégories respectives, se soient exprimées sur ce sujet-là, avec sens de la mesure, mais avec volonté de participer au débat et avec des propositions. La garde des Sceaux les recevra. Nous les recevrons également ensemble, avec la garde des Sceaux qui a tenu une réunion avec le CFMG. Sur la base des travaux d'experts, il y a eu et il y aura encore débat. Et c'est tant mieux. La loi pénale s'écrit au ministère de la Justice et nulle part ailleurs. Mais dans une démocratie, personne n'a le monopole de la réflexion sur la loi pénale, qui est une composante de notre politique de sécurité. J'y ai pris ma part et continuerai de le faire. Ma part, rien que ma part, mais toute ma part, en refusant toujours les polémiques inutiles, car nous ne devons avoir qu'une seule préoccupation, l'efficacité de la lutte contre la récidive, du sens de la peine, du rôle de la prison. Et le Premier ministre a annoncé la création de 6 500 places de prison supplémentaires pour les 3 années qui viennent. 6 500 places financées. Notre seule préoccupation, c'est agir efficacement au service de la population et de faire en sorte que les forces de l'ordre et les magistrats travaillent ensemble. C'est le cas dans la plupart des zones de sécurité prioritaires. C'est le cas dans la plupart des juridictions. Il faut continuer dans ce sens. Cette chaîne repose sur cet engagement qui est le vôtre. Je n'ignore rien des problèmes qui peuvent se poser. C'est le seul moyen d'être efficace aux yeux de nos concitoyens. Pendant trop d'années, les statistiques de la délinquance ont été dévoyées de leur finalité.
Au lieu de cela, on a fait des statistiques de la délinquance un outil de votre propre évaluation personnelle et un vecteur de communication politique vis-à-vis du grand public. Les conséquences d'un tel dévoiement sont aujourd'hui décortiquées. De véritables pratiques de nettoyage statistique ont été révélées par la mission conduite par les inspections, dont pour la première fois celle de l'INSEE. Le rapport a été publié en juin. Déclassification massive de certains délits en contravention, pratique d'enregistrement à géométrie variable, fin de mois tronqués. Chaque année, depuis près de 10 ans, au moins 130 000 faits n'ont pas été comptabilisés. C'est inacceptable. Les Français doivent connaître la réalité de la sécurité dans leur pays. C'est une exigence démocratique, et je l'assume. J'ajoute que pour combattre la délinquance efficacement, il faut la révéler complètement, dans son ampleur et dans sa diversité, pour vous-même, pour votre action. Il ne sert à rien de cacher des chiffres quand la réalité de cette délinquance vous explose à la figure, quelques années après. D'autant plus, et je l'indiquais tout à l'heure sur la base du rapport de l'ONDRP, quand le sentiment d'insécurité, à partir de faits réels, en l'occurrence les cambriolages, augmente, parce que nos concitoyens ne se laissent pas abuser par cette réalité. J'ai donc engagé une réforme profonde des statistiques de la délinquance et des outils de pilotage, autour de 2 principes fondamentaux: transparence dans la confection et la présentation des chiffres de la délinquance, efficacité dans la conduite de l'activité des services. En premier lieu, une présentation renouvelée des statistiques de la délinquance est mise en place depuis le mois d'avril. La nouvelle matrice offre une vue plus fine et plus opérationnelle de la délinquance. Elle agrège non seulement les faits enregistrés pénalement, mais aussi ceux constatés par main courante ou en cours des interventions. Les outils de pilotage interne ont également été repensés autour de l'aspect qualitatif du travail des forces de l'ordre. Il s'agit de favoriser l'efficacité et non de laisser la course aux chiffres guider l'activité des policiers et des gendarmes, comme cela a été fait pendant trop d'années. En second lieu, je suivrai les recommandations concordantes de la mission d'inspection que je viens d'évoquer, ainsi que de la mission parlementaire présidée par le député Jean-Yves Le Bouillonnec, en créant un service statistique ministériel, un SSM, au ministère de l'Intérieur. C'est une mesure très importante qui permettra de se conformer aux exigences en matière de statistiques publiques. Produit en toute transparence et contrôlé en interne par des statisticiens de l'INSEE, les chiffres de la délinquance deviendront parfaitement crédibles. Cela mettra du temps, parce que ce sont des éléments techniques extrêmement difficiles. Et pour qu'ils soient en plus totalement confortés, il faut que le même type d'opération soit mené au niveau du ministère de la Justice. Outre ces 2 changements fondamentaux qui demandent du temps, le déploiement du nouveau logiciel d'enregistrement statistique de la police nationale, le LRPPN, va s'accélérer dans les mois à venir pour être totalement opérationnel sur l'ensemble du territoire national, avant la fin avril 2014. Là aussi, il faut assumer que ça peut représenter comme choc, comme onde de choc en matière de statistiques. Pour ça, il faut revenir en permanence à ce que j'ai dit il y a un instant sur le dévoiement de l'outil pratiqué pendant plusieurs années. Ne rien cacher à la population, ne pas lui mentir. Et j'ai fait un choix, et nous avons fait un choix avec le Premier ministre, celui de la responsabilité. J'ai choisi de généraliser la pré-plainte en ligne, sans craindre l'augmentation statistique qu'elle génère nécessairement là aussi. J'ai choisi également d'assumer les conséquences du déploiement des nouveaux logiciels d'enregistrement qui provoquent, je le disais, des ruptures inédites dans les chiffres. J'ai choisi de tout faire pour recueillir la parole des victimes de violences intrafamiliales, et notamment la violence sur les femmes. C'est tout le travail que nous menons avec ma collègue, Najat Vallaud-Belkacem. L'époque de la politique du chiffre est révolue, et je vous remercie d'y avoir contribué et d'y veiller pour l'avenir. Certaines habitudes demeurent cependant ancrées, et je vois encore passer des rapports ou des bilans en tête desquels figure le chiffre unique. Ça fait plaisir au ministre, surtout quand les chiffres sont bons, ou au préfet en tout cas. Et ça n'est pas la bonne méthode. Voilà le choix qui est le nôtre. Regardez la délinquance en face
pour la combattre. C'est un choix qui nous oblige, car je ne tomberai pas dans l'excès inverse. Soyez assurés que je regarde ce qui se passe sur le terrain. Plus que jamais, vous devez être attentifs aux variations de certains phénomènes et adapter vos réponses en conséquence. Et puis je vous demande de prendre la parole et de communiquer vers les élus et les citoyens sur ces enjeux, en lien évidemment avec l'autorité judiciaire. Mais là aussi, bon sang, prenez des risques, parlez. C'est à vous, chefs de service, directeurs départementaux de la sécurité publique ou commandants de groupement de la gendarmerie, de vous impliquer totalement. Parlez. C'est vous la parole de l'État en matière de sécurité. Ne laissez pas à d'autres, ne laissez pas aux commentateurs. C'est à vous d'assumer pleinement l'action qui est la vôtre. Moi, je vous fais confiance. Et le rôle des directeurs comme des commandants, c'est d'agir, c'est d'innover et c'est de parler. Et c'est d'inscrire ces éléments à l'ordre du jour des états-majors de sécurité avec les procureurs. Vous tous accomplissez en effet une mission de service public, une mission au service de nos concitoyens. Pourtant, pourquoi le nier? Les liens entre les forces de l'ordre et une partie de la jeunesse des quartiers, parfois au-delà, sont méfiants et tendus. Ce n'est pas forcément propre aux policiers ou aux gendarmes, car bien trop souvent, ils sont les seuls agents publics en première ligne, en soirée, en fin de semaine, les jours fériés. Mais ce constat ne pouvait rester sans initiative. En premier lieu, il faut traiter et affronter le débat public sur les relations avec la population des quartiers populaires, de même que sur les risques d'actions discriminatoires. Rétablir ou maintenir une présence policière dissuasive sur certains sites ne peut reposer exclusivement sur le rapport de force ou le contrôle d'identité systématique. Certains pensent que les contrôles d'identité sont un problème et un vecteur de discrimination et ont proposé un mécanisme de récépissé. Je ne suis pas de cet avis, ni le Premier ministre d'ailleurs qui a arbitré. Il s'agirait d'une mesure de défiance vis-à-vis des forces de l'ordre. Elle présenterait beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Et elle est au demeurant fort peu développée, contrairement à ce que j'ai pu entendre à l'étranger. Mais j'ai aussi voulu que nous répondions à ce débat par des mesures concrètes et incontestables. Il s'agit de dépassionner, de travailler, de professionnaliser. Et je sais la difficulté du travail des policiers et des gendarmes, des insultes, des caillassages, qu'ils subissent parfois des tirs à leur égard, de la violence qu'il y a dans la société. Et vous pouvez compter sur mon engagement à leur côté. Et en même temps, il faut tout faire pour créer cette relation. Et afin d'éviter toute contestation, tout en protégeant les policiers et les gendarmes, un numéro d'identification sera prochainement apposé sur l'uniforme et les brassards. Les marchés d'habillement sont en cours. Les caméras piétons participent d'une même logique. L'expérimentation menée depuis 6 mois dans les LSP est positive. La présence de la caméra contribue à la désescalade des tensions. Elle constitue en outre un élément de preuve irréfutable sur les conditions d'intervention lorsque celles-ci sont remises en cause par les usagers. Je souhaite donc que les propositions me soient formulées pour que ce dispositif, je sais que ça coûte cher, soit étendu aux patrouilles dans tous les secteurs où cela paraît utile. Cependant, rien ne peut se faire sans le travail que vous menez au quotidien pour rappeler à vos collaborateurs la nécessité d'avoir un comportement exemplaire en toutes circonstances. Encore un exemple sur Paris, il y a quelques jours, qui va totalement au sens inverse. Proscrire le tutoiement, ou encore éviter qu'un contrôle soit ressenti comme humiliant par l'usager. Un article entier du nouveau code de déontologie que j'évoquais il y a un instant est d'ailleurs consacré à la pratique du contrôle d'identité et la palpation de sécurité. Nous avons pris de ce point de vue-là les recommandations de M. Dominique Baudis. Au-delà des interventions de police, l'accès de nos concitoyens au service public de la sécurité doit être facilité. Des étapes décisives, là aussi, ont été franchies. J'ai voulu que tout citoyen puisse facilement saisir l'inspection générale de la police nationale. Ce qui était réservé aux Parisiens, via l'IGS, est désormais étendu à l'ensemble du territoire national grâce à de nouvelles délégations territoriales qui accueillent physiquement les usagers qui le souhaitent. Par ailleurs, l'IGPN a mis en place une plateforme Internet d'accueil et de signalement. Ce nouvel outil est la marque d'un service public moderne et attentif aux attentes de l'usager. Les signalements anonymes ne sont pas pris en compte et les déclarations délibérément malveillantes seront portées à la connaissance de l'autorité judiciaire. Il s'agit d'une avancée importante de la réforme de l'inspection entrée
en vigueur au début du mois, qui doit beaucoup à celle qui l'anime. Je regrette parfois que cela fasse grincer certaines dents, car comment justifier, à l'heure des réseaux sociaux généralisés, de priver nos concitoyens d'un moyen simple et pratique de signaler les manquements à la déontologie dont ils auraient été témoins ou victimes? Pourquoi refuser un moyen pourtant si évident de renforcer la confiance? Personne ne doit en avoir peur, tant je sais que l'immense majorité des policiers respectent les règles républicaines. Dans le contexte d'émulation amicale qui est le nôtre, je relève d'ailleurs, général, que la police nationale a désormais un temps d'avance en cette matière. Je compte sur vous pour rattraper ce temps d'avance, parce que chacun doit être concerné par les mêmes méthodes. Dans de nombreux quartiers, nos concitoyens hésitent à entrer en relation avec la police, même lorsqu'ils sont victimes de faits graves. L'omerta, la pression, la peur, l'absence de confiance, tout cela joue. Les délégués à la cohésion police-population jouent un rôle important en établissant des liens avec la population, en procédant au règlement à l'amiable de petits conflits. Ils assument un rôle de régulateur social très important. J'ai donc décidé d'accélérer le recrutement de ces personnels, le plus souvent réservistes de la police nationale, notamment dans les zones de sécurité prioritaires. De même, je ne peux qu'inciter la gendarmerie à poursuivre sa politique de recrutement de réservistes opérationnels et citoyens. Actuellement, au nombre de 27 000, ils sont ce lien vivant unissant la gendarmerie à ses bassins de vie. Enfin, une convention signée avec le ministre de la Ville, François Lamy, ce mois-ci, prévoit là aussi de nouveaux axes de travail. Dans un autre registre, certains élus ou regroupements citoyens vous proposent de travailler sur le concept de voisins vigilants. Vous pouvez vous associer à ces initiatives. Bien sûr, et il ne faut jamais rejeter les initiatives citoyennes, ceux qui veulent s'impliquer dans la vie de la cité. Mais à deux conditions. La première est que la politique partenariale ne se limite pas à cette dimension et qu'elle concerne l'ensemble des volets d'une politique de prévention équilibrée. Action éducative et sociale en direction des jeunes, suivi individualisé, prévention situationnelle, présence proactive de la police municipale dans l'espace public. La seconde condition est qu'il n'y ait aucune dérive vers l'autodéfense. Les réseaux sociaux peuvent être l'un des vecteurs de ces initiatives. Police et gendarmerie agissent au contact de la société, au cœur de la cité. Police, c'est d'ailleurs en grec la cité. L'étymologie vient donc confirmer cette réalité qui, chaque jour, chaque instant, vous mobilise les services. Le contact avec la société, la présence au cœur de la cité, s'incarne à travers les bâtiments qui accueillent les commissariats de police et les casernes de gendarmerie. Dans ce domaine, nous devons maintenir nos efforts pour bâtir de nouveaux locaux, pour rénover les anciens, c'est-à-dire pour améliorer les conditions de travail des équipes et donc leur efficacité, mais aussi, dans le cas de la gendarmerie, les conditions de vie des militaires et de leurs familles. Des locaux modernes comme ceux que j'ai pu inaugurer récemment à Villeparisis pour la police ou à Satoné-Camp il y a quelques mois pour la gendarmerie doivent nécessairement intégrer cet impératif qu'est la qualité de l'accueil du public et donc des usagers et donc des victimes. Accueillir les victimes dans des conditions apaisantes, propices à la libération de la parole, notamment en multipliant les initiatives pour que dans les commissariats ou dans les brigades, en lien avec les collectivités territoriales, il y ait des assistantes sociales ou des psychologues, très important. Cela change vraiment l'accueil de ces victimes, vous le savez, même si ça nécessite des locaux dédiés et des moyens supplémentaires. Tout cela permet non seulement d'atténuer les souffrances, mais aussi souvent de fournir de bonnes bases de départ au déroulement de l'enquête. En 2014, nous pourrons financer de nouveaux grands projets, comme la direction de la police judiciaire de Paris, le commissariat de Livry-Gargan, le pôle judiciaire national de la gendarmerie de Pontoise ou encore la caserne de la Valette du Var. S'agissant de logement, 1300 unités sont programmées. Et je me rendrai cet après-midi même au commissariat du 13e arrondissement à Paris pour l'évaluation du chantier très important qui est attendu, monsieur le préfet de police, sur la capitale. Le lien avec la société se construit et se renforce grâce aux interactions quotidiennes sur le terrain, mais aussi au sein de ces lieux de dialogue que sont les instances de la démocratie locale. Il est important que la police et la gendarmerie puissent expliquer leur action, dire quels sont leurs objectifs et faire aussi partager leurs contraintes.
Je parle d'expérience. Une action qui est expliquée à la population, qui est comprise par tous, devient une action qui reçoit l'adhésion, qui est soutenue, voire même plébiscitée. Je sais que vous tous, comme vos collaborateurs, vos subordonnés, consacrez du temps à aller dans les conseils ou comités de quartier, devant les conseils municipaux, parfois jusqu'à très tard, pour recueillir en direct les attentes, les doléances, la colère parfois des citoyens ou de leurs représentants, pour faire œuvre aussi de pédagogie. Et je tiens à vous en remercier, car cela demande un effort particulier, mais un effort nécessaire. Être au cœur de la cité, c'est aussi, pour la police et la gendarmerie, ne pas avoir peur de s'ouvrir vers la société civile. C'est s'enrichir de l'expertise de personnalités extérieures à nos institutions. À cet égard, la réforme de l'IGPN que j'évoquais, qui prévoit dans le comité d'orientation du contrôle interne la présence de personnel qualifié extérieur à la police nationale, est exemplaire. Être au contact de la société, c'est également se tenir en phase avec ses modes de fonctionnement, ses modes de communication, pour se les approprier, c'est-à-dire déployer une communication positive, mais aussi réagir par une communication défensive quand l'institution est attaquée. Je défends les policiers et les gendarmes qui sont attaqués, notamment sur les réseaux. Et dans ce domaine, Internet et les réseaux sociaux offrent des perspectives que nous n'apprivoisons que trop lentement. Un pas décisif, je vous le disais, a été franchi avec la pré-plainte en ligne généralisée au premier trimestre 2013, à l'issue de 4 années d'expérimentation un peu végétative. Elle permet de réduire le délai d'attente lors du dépôt de plainte grâce à la prise de rendez-vous et donc d'améliorer considérablement l'accueil des victimes d'infractions. Le cap a été franchi, me dit-on, avec succès, je vais vérifier, mais cette possibilité n'est pas encore complètement installée dans l'esprit du public. Or, il ne s'agit pas d'un gadget. Il nous faut aller plus loin. Regardons ce que le ministère des Finances a accompli en quelques années en matière de déclaration d'impôts en ligne, alors même qu'il ne s'agit pas d'un acte juridique anodin pour les Français. Le renforcement du lien de proximité avec la population passe nécessairement par le développement d'outils pertinents. Et je sais que les initiatives existent ça et là, mais nous sommes loin d'avoir tiré tout le parti possible des réseaux sociaux pour toucher la diversité des publics. Jeunes, commerçants, riverains de tel ou tel quartier, élus, travailleurs sociaux, et la liste est longue. Ces démarches doivent contribuer à bâtir cette police et cette gendarmerie 2.0 et à plus long terme, mais il nous faut être prospectif, la police et la gendarmerie 3.0. C'est le troisième chantier sur lequel, je vous rassure, je veux conclure. Le service public à l'épreuve de la société en réseau, la nouvelle frontière du 3.0. Je n'ignore pas, pour être beaucoup sur le terrain, les contraintes quotidiennes auxquelles vous êtes confrontés. Et il faut y répondre du mieux possible. Je le disais au début de mon intervention, en carburant, en véhicule. De ce point de vue-là, nous faisons un effort, je le soulignais. En ordinateur, en crédit de fonctionnement, pour garantir vos capacités opérationnelles. Parler de l'avenir sans s'occuper du présent et des difficultés que vous connaissez n'aurait évidemment aucun sens. Mais la police et la gendarmerie, comme toute grande institution, ne sauraient hypothéquer l'avenir au nom des seules difficultés du présent. Aussi nous faut-il dès maintenant travailler à la police et à la gendarmerie de demain, ne serait-ce que pour anticiper les évolutions d'une délinquance qui s'appuie, elle, de plus en plus sur la technologie. Concrètement, il s'agit de moderniser les équipements d'intervention avec des tenues intégrant des tissus intelligents, des capteurs, des moyens de communication et notamment des caméras, je l'ai évoqué. C'est un enjeu de sécurité aussi pour les personnels. Il s'agit aussi de penser les conséquences et les opportunités que représente pour nos métiers et nos missions la construction progressive de l'Internet des objets. On a une vision à peu près claire de ce que représentent les données de connexion associées au téléphone portable ou les données de passagers aériens. Mais soyons certains que l'Internet des objets va constituer une nouvelle révolution qui devra s'accomplir dans le respect des libertés publiques et individuelles. Les techniques de transmission constituent également un créneau d'avenir avec le recours au débit ou à la géolocalisation des équipages. Il nous faut aussi travailler à une plus grande utilisation des technologies de traitement de masse des données, recourir aux potentialités des outils cartographiques, s'appuyer sur les réseaux sociaux pour recueillir les doléances de la population. Je faisais l'observation l'autre jour, présentant le plan anti-cambriolage avec la police et la gendarmerie, qui s'appuie dans les Yvelines
d'abord dans une coopération très importante avec le procureur de la République, avec le parquet, mais sur ces éléments, sur ces outils cartographiques qu'il faut généraliser, et en s'appuyant évidemment sur la police technique et scientifique qui joue un rôle tout à fait essentiel, et notamment la PTS de masse. Et il faut là aussi faire en sorte qu'on puisse mutualiser davantage entre la police et la gendarmerie. Au-delà du seul département de la Creuse, il faudra aller sans doute plus loin dans cette mutualisation. Et nous donnons des moyens supplémentaires, d'ailleurs, en termes de création de postes à la PTS. Mais dans ce domaine-là, pourquoi, parallèlement au numéro d'urgence, qu'il faut sans cesse améliorer, le fameux 17, ne pas développer davantage des dispositifs de main courante ou de signalement en ligne ou d'échange avec la population? Je m'arrête sur ce sujet-là, mais vous l'avez compris, c'est pour moi, pour nous, un chantier tout à fait essentiel. Des pays ou des grandes villes sont lancées dans ce domaine-là. On parle évidemment souvent de la police de New York, ou des choix qui sont faits avec l'apport de grandes sociétés françaises, par exemple à Mexico. Mais regardons chez nos voisins, dans ce domaine-là des réseaux sociaux, en Espagne, les progrès qui ont été accomplis. Voilà, mesdames et messieurs, les pistes qui seront explorées au cours des prochains mois par 3 groupes de réflexion prospective. Le premier sera consacré aux problématiques de la sécurité publique, ouvert à la police comme à la gendarmerie nationale, composé de femmes et d'hommes au profil et à l'expérience variés, associant évidemment les partenaires sociaux, ouvert à la société civile. Il disposera d'au moins 6 mois pour travailler. Et je souhaite qu'il nous fasse des propositions, là aussi, innovantes. Un second groupe travaillera sur les questions technologiques, en lien avec le premier, afin de préparer le prochain programme budgétaire triennal 2015-2017. Nous devons être en mesure de formuler des propositions et des priorités d'investissement dès la fin du premier trimestre 2014, date du début des négociations avec le ministère du Budget. Et il devra être animé par un homme ou par une femme, pas nécessairement inscrit dans vos maisons respectives, mais un spécialiste de toutes ces questions. Le troisième, déjà mentionné, concerne la police judiciaire et rendra ses conclusions en fin d'année. Je vous parle d'un avenir qui n'est pas si lointain et qui s'appuiera sur ce que vous mettez en œuvre aujourd'hui. Il s'agit, au fond, de préfigurer l'avenir de la police, de la gendarmerie, de 2 institutions qui ont leur histoire et qui, à chaque époque, ont su se moderniser. Moi, mesdames et messieurs, je veux le meilleur pour la police et la gendarmerie, car ce sont 2 grandes maisons que j'ai appris à connaître, à apprécier et à estimer. Ce qui veut aussi dire que j'ai pour elles une vision, une ambition à long terme. Le long terme est l'instant. C'est ce que vous devez concilier. C'est ce qui fait l'exigence de vos métiers de commandement. Je l'évoque souvent, je l'évoquais il y a un instant. Notre pays traverse une crise économique et sociale redoutable, avec un chômage de masse et une désintégration de notre tissu social. Notre pays traverse aussi une crise d'identité, crise culturelle, sorte de dépression qu'on ressent non seulement en France, en Europe, mais dans les grandes nations occidentales. Et nous la ressentons, notamment encore dans les débats récents, dans les confrontations, à la fois dans les stigmatisations d'un côté, dans le refus de regarder la réalité en face. Notre pays traverse aussi une crise de confiance entre les Français et leurs institutions. Contrairement à ce que certains pensent, y compris dans vos rangs, la gendarmerie et la police bénéficient d'une très grande confiance des Français, d'une très grande confiance. Et d'ailleurs, dans tous les pays en grande crise, c'est le cas chez certains de nos voisins, en Espagne ou en Italie, les enquêtes d'opinion très approfondies démontrent ce lien très fort. Comme chez nous, il y a une très grande confiance. Et pour répondre à cette crise, c'est une conviction personnelle depuis longtemps, manifeste encore davantage depuis que je suis votre ministre. L'autorité, la valeur que représente l'autorité,
elle doit s'incarner. Et elle doit s'incarner notamment à partir ou par ceux qui la portent, ceux qui, à travers les pouvoirs que leur donne la loi, doivent l'appliquer. Et c'est vous qui l'incarnez, plus que tout autre sur le terrain. Moi, je suis très fier d'être ministre de l'Intérieur. Et quand je regarde le bilan qui a été accompli, et il reste tant à faire par rapport aux résultats, par rapport à l'attente de nos concitoyens, je suis très fier des chantiers que nous engageons et je veux les porter jusqu'au bout. Je suis très fier d'être celui qui vous mobilise. Et cet instant et ce long terme que j'ai évoqué, moi aussi, comme vous, je dois en permanence le concilier. Et vous, vous devez le faire vivre, répondre tous les jours et en même temps continuer de bâtir cette police, cette gendarmerie, ces forces qui sont la fierté de notre pays. Le long terme et l'instant, vous devez le concilier pour vous, pour vos métiers, mais aussi leur utilité pour notre pays. Vous accomplissez un formidable travail, une belle mission pour notre pays, pour la France. Continuez. Merci. Alors, pour ne pas faire comme l'année dernière, où on avait considéré que les questions qui m'avaient été posées avaient été, semble-t-il, préparées, puisque j'avais les fiches devant moi, et pour garder un temps entre nous, je propose qu'on puisse discuter les uns avec les autres autour d'un verre de l'amitié. Je sais que les commandants de groupement se retrouvent cet après-midi avec le général Favier, que les directeurs départementaux de la sécurité publique se retrouveront, je crois, dans quelques jours avec le directeur général de la police nationale et directeur central de la sécurité publique, messieurs Balland et Lal. Donc le mieux, c'est qu'on se retrouve dans un instant. Merci.